Eh bien, je vous propose de démarrer ce petit déjeuner. Comment le live shopping révolutionne l'expérience d'achat et l'écosystème e-retail média, hein. Bienvenue à ce petit déjeuner organisé par la Mobile Marketing Association en partenariat avec l'IAB France, mais également avec Retail Link, hein, de Fnac Darty, qui est notre partenaire ce matin et qui nous présentera dans quelques minutes un cas. Alors, on regarde rapidement le sommaire de ce petit déjeuner virtuel, hein, que j'aurai le plaisir de présenter. On va avoir Hélène, tu peux mettre le slide d'après. On va avoir donc dans quelques instants un mot d'introduction, hein, de la part de Tanguy Lefaleur, qui est co-lead du groupe de travail Retail Media de la Mobile Marketing Association. Également une présentation du marché du live shopping avec la cartographie très attendue, hein, des principaux acteurs du live shopping, qui sera présentée par Hélène Roturo, qui est lead de la task force live shopping. On aura ensuite, je l'évoquais, un cas client, hein, l'exemple de Samsung, de Retail Media à l'heure du live, présenté par Alexandra Suir, qui est directrice régie et trade chez Retail Link, chez Fnac Darty. Et j'aurai ensuite le plaisir d'animer une table ronde comment le live shopping révolutionne l'expérience d'achat aujourd'hui et demain, avec Antoine Leclerc de Cast, Benoît Cizeron d'Applause, Julien Chapon de Live One. Et on terminera aussi par un mot de conclusion de la part d'Hélène. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de ce petit déjeuner en cliquant sur le lien Q&R en bas de votre interface Zoom. Et vous aurez, j'espère, les questions au fur et à mesure de ce petit déjeuner. Puis on fera peut-être une petite conclusion aussi à la fin de la table ronde sur vos questions. Tanguy, bonjour, je te vois. Tu es dans ta voiture, n'est-ce pas? Tout à fait. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi pour le Mais setup. tu es à l'heure, on te voit très bien. Tu es le lead, hein, de la task force e-retail. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment s'organise ce sujet au sein des deux associations? Oui, avec plaisir. Donc nous, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'on a créé un groupe de travail dédié au e-retail et au e-retail média, en partenariat avec Harry Kabou de d'iProspect. On avait eu la volonté de créer ce groupe de travail parce qu'on sentait qu'il y avait un écosystème qui se crée et qui se mettait en place. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a créé le groupe. On a fait des premières cartographies d'ailleurs sur le sujet du e-retail média. Et là, c'est la 3e cette année qu'on va publier en juin, normalement. Et en fait, avec l'accélération du nombre de partenaires, d'acteurs du marché qui nous ont rejoints, on a décidé, et notamment en relation avec l'IAB en septembre dernier, en septembre 2021, de relancer un petit peu ce groupe de travail pour l'élargir un peu plus loin. Et donc, a été décidé à ce moment-là de créer 3 task force, une dédiée à l'activation e-retail, une dédiée à la mesure et à l'analytics, et enfin, et non des moindres, une dédiée au live shopping, sujet du jour. Et donc, on vous remercie d'être présent pour ce premier petit déjeuner autour du live shopping. Et donc, on a identifié 3 personnes et dont euh, pour diriger ces task force. Et donc, Hélène est la digne représentante de la live shopping, et je la remercie. Et l'idée, c'était de pouvoir de creuser certains sujets, parce que maintenant, on est plus d'une cinquantaine d'acteurs dans ce groupe de travail e-retail. Et donc, on avait la possibilité de créer des équipes un petit peu dédiées à certains sujets. Et le live shopping, comme vous le savez tous, c'était un petit peu sur toutes les lèvres l'année dernière, encore aujourd'hui. Et du coup, d'avoir ce petit regard finalement sur le marché actuellement nous semblait hyper pertinent pour la Mobile Marketing Association et pour l'IAB. Et donc, on est ravis de vous retrouver ce matin. Bah, merci Tanguy, hein, pour ce mot de contextualisation. Hélène, on évoquait la task force live shopping. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Tout à fait. Alors bonjour à tous. Je suis Hélène. C'est moi qui ai la chance de présenter cette task force. Bon, effectivement, avant de passer au cœur du sujet, moi je tenais vraiment à vous partager quelques mots sur ce groupe de travail et saluer surtout les différents contributeurs. Comme le disait Tanguy en introduction, notre ambition c'est vraiment de comprendre davantage cette solution qui est parfois encore un peu floue en France surtout. Et pour cela, on s'appuie vraiment sur une réflexion commune. On combine nos points de vue, nos visions, nos expériences pour apporter une plus-value. En tout cas, on l'espère, vraiment aiguiller davantage le marché, les différents acteurs, avec différentes sortes de livrables, dont celles que nous allons vous partager aujourd'hui. Et vous pouvez le voir sur cette slide, les profils de ce groupe sont vraiment variés. On s'efforce de représenter les différentes parties prenantes, vraiment en toute objectivité.
aussi bien agences, régies que techno-expertes. Et c'est vraiment ce qui fait la richesse de nos échanges. Et c'est évidemment beaucoup de travail, hein, du temps consacré en plus de nos activités respectives. Donc, vraiment, je tiens à les saluer tous vivement. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail commun et de réflexion commune que je représente. Mais évidemment, toutes ces personnes-là m'ont aidé et appuyé pour ça. Et on précise que c'est bien Julien Chapon qui travaille chez Live One, parce que le nom de Manon Ah oui, Lalande tout à apparaît en fait. double. Tout à Elle est fait. chez Red Pill. Et Tout Julien à qui fait. parlera dans quelques minutes sur la table ronde. Tout à fait. Alors Hélène, c'est quoi le live shopping? On en parle, mais est-ce qu'il y aurait une définition? Eh ben, tout à fait. Alors, effectivement, avant d'approfondir le sujet de l'écosystème du marché du live shopping, il nous a paru vraiment essentiel d'expliquer de quoi il s'agissait. Donc, aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il se caractérise par différents formats vidéo live, donc en direct, diffusés au sein de diverses plateformes pour générer l'achat directement. Et c'est vraiment ce point-là qui est important. Et on peut parler finalement d'un dispositif à la croisée du e-commerce, du média et du social. Alors, e-commerce, évidemment, parce qu'on répond à un objectif de conversion directement sur les plateformes. Social, dans la mesure où le live est animé, on a de l'interaction, par exemple, au système de questions-réponses, au gaming, ou le fait qu'il soit incarné par un influenceur. Et enfin, on a la partie média qui comprend évidemment le live, mais aussi la médiatisation. Et ça fait tout à fait lien avec le marché retail média dont on parle tant. Il y a un autre point très important et c'est vraiment pour nous l'opportunité d'améliorer chaque étape du funnel d'achat. C'est un dispositif à forte valeur ajoutée car finalement le parcours est réinventé en intervenant à chaque étape. En fait, on ne se limite pas au bas de funnel, ce qui permet de répondre à beaucoup d'avantages. Le format vraiment très inspirationnel et expérientiel permet vraiment de booster la notoriété, renforcer la stratégie branding, notamment grâce vraiment au format très engageant du live shopping par encore une fois le biais de réponses en direct, de questions, aussi grâce à un script particulièrement marquant. On a aussi l'aspect vraiment humain, le fait d'humaniser l'événement, ça sensibilise l'audience, ça permet vraiment de créer plus de proximité et c'est vraiment un format qui marque les esprits et qui accompagne plus facilement les viewers dans la décision d'achat. Et vraiment, ça permet de légitimer le produit, de faire preuve de transparence et de favoriser la transaction. Il y a un autre aspect, évidemment, qu'on est obligé d'évoquer. On ne peut pas parler de live shopping sans parler de la genèse de cette tendance qui a vraiment explosé en Chine. C'est un phénomène commercial puissant qui a été lancé en 2016 lors du Singles Day d'Alibaba. Aussi, c'est la fête des célibataires qui s'est déroulée le 11 novembre. Il s'agissait d'un événement de 24 heures, donc vraiment axé autour de promotion e-commerce, diffusé en direct à la télévision nationale, sur le site, sur l'application. Et en fait, de cet événement, on peut voir que l'usage du live s'est vraiment démocratisé en s'inscrivant comme un réel booster de vente, puisque ça représente déjà 10% du volume de l'e-commerce chinois. Donc, c'est un marché qui a enregistré en 2020 une croissance de plus de 121% pour atteindre plus de 150 milliards de dollars en 2021. Et selon les analyses du marché, cette valeur vraiment du live commerce en Chine pourrait atteindre plus de 420 milliards de dollars à la fin 2022 versus 161 milliards de dollars en fin 2020. Donc, c'est vraiment des chiffres qui révèlent le fort développement de ce levier. Ça veut dire que le live shopping aujourd'hui en Chine est déjà plus gros que tout e-commerce en France. Oui, tout à fait. C'est assez considérable et c'est clairement de là que vient toute cette tendance. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est l'importance de l'ambassadeur. En l'occurrence, Via, que vous pouvez voir un petit peu en arrière-plan sur cette slide, c'est le visage de cette explosion du live shopping en Chine. Sur la plateforme Taobao Live de Alibaba, elle est suivie par 110 millions de personnes et permet de générer près de 2 milliards d'euros de produits vendus en une seule soirée. Donc, on se rend compte à quel point c'est considérable. Et évidemment, on est obligé de le dire, cela s'inscrit quand même dans un contexte de montée en puissance de la vidéo. Pour les marques et les retailers, il était vraiment essentiel de s'adapter dans ce vidéo first pour vraiment être en phase avec la transformation des usages. Il y a des chiffres impressionnants. Oui, tout à fait. Et, on a donc la Chine qui porte ce marché. On l'a bien évoqué. Parce que effectivement la consommation vidéo est plus développée, mais on est quand même face à un mindset un petit peu éloigné de celui des Français.
C'est pour cela qu'il nous a semblé intéressant de regarder un petit peu ce qui se passait au sein des pays, on va dire, un peu plus proches de notre culture, tels que les États-Unis et l'Angleterre. Et le constat est clair, en fait, bien que les plateformes, les formats ou les usages divergent, on est tout de même sur une énorme accélération avec, vous pouvez le voir sur cette slide, plus de 165 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 550 000 sessions organisées par jour. Donc voilà, c'est clairement une explosion globale. Et aujourd'hui, il est vrai qu'en France, on manque un petit peu de visibilité, de chiffres, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de monter et de travailler au sein de ce groupe de travail. On sait qu'on est en retard par rapport aux États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, où les chiffres peuvent vraiment se mesurer en milliards, mais le marché devrait se développer fortement, puisque voilà, il est intéressant quand même de regarder la croissance enregistrée par les formats vidéo. Puisqu'on peut quand même admettre que le live shopping s'inscrit dans cette tendance et avec une progression de près de 50% sur la vidéo, on peut s'attendre au moins à une tendance similaire, d'autant que, on le sait, les usages autour du divertissement sont quand même Oui, c'est ça, c'est très denses. Donc, la vidéo, c'est le segment du marketing digital en plus forte croissance aujourd'hui, hein, donc on peut faire évidemment un parallèle avec, ce qui va se passer autour du live streaming. ouais, tout à fait, c'est important de le souligner. D'autant aussi que les cyberacheteurs adoptent de plus en plus le nouveau mode de consommation. On a eu des chiffres d'une récente étude FEVA des Médiamétrie qui nous assure que plus de la moitié d'entre eux trouvent le concept intéressant, ce qui en dit long finalement sur l'avenir de ce type de Le potentiel de ce format. effectivement. Et pour aller plus loin et pour vraiment réussir en tout cas à dessiner les perspectives de ce nouveau levier, on a essayé de relever un exercice. Donc, on a interrogé les principaux acteurs technologiques pour avoir une idée du développement à venir. Donc, je précise vraiment ici que le but, c'est de dégager des tendances. Ces chiffres vont évidemment très vite évoluer. Mais sur ce début d'année, on va dire qu'après à peu près plus de 600 lives opérés sur 2021, on s'accorde à prévoir une multiplication par 4 des live shopping, en gardant en tête effectivement que la dynamique, elle est corrélée aux temps forts commerciaux qui ont plutôt lieu sur la fin d'année. Donc, on pourra logiquement assister à une progression encore plus forte sur le second semestre. Mmh. Donc un marché encore naissant, mais qui est littéralement en train d'exploser en ce moment. Alors on va voir qui sont les principaux acteurs du live shopping en France. Donc c'est la première fois, hein, qu'on voit cette cartographie, je crois, Hélène, hein? Oui, tout à fait. Et puis, je précise aussi que cette cartographie va évoluer. C'est une première base. Mais voilà, il fallait qu'on commence. Donc, affaire à suivre. On va bien évidemment prendre en considération les évolutions du marché. Mais tout à fait, le marché est vraiment assez récent, encore peu connu. Et on se questionne également sur les principaux acteurs qui constituent ce marché. Ce qui nous amène, merci Jérôme, au cœur de la présentation, avec la cartographie que vous voyez ici. Bon, on a fait face à une certaine complexité, hein, je vais être tout à fait honnête dans la création, j'ai dû la faire au moins 20 fois, mais on retrouve plusieurs acteurs dans cette chaîne de valeur, ça c'est certain, que ce soit les régies, que ce soit les sites associés, que ce soit les technologies, que ce soit les boîtes de production, les acteurs liés à l'animation commerciale, les créateurs de contenu, les studios, les agences conseils, enfin vous voyez, quand on les énumère, on se rend compte qu'il fallait plus d'une cartographie pour tous les placer. Donc, le parti pris, c'était vraiment de prioriser ces parties prenantes vraiment incontournables et matures aujourd'hui dans un objectif de simplification. Donc, vous avez ici les différentes parties prenantes avec visibilité des acteurs plutôt dominants sur ce marché en France qu'on a pu catégoriser de différentes façons afin vraiment d'éclairer au mieux les marques qui peuvent s'interroger. Donc, dans un premier temps, on va y aller étape par étape parce que je peux comprendre que ce soit un petit peu effrayant. On s'accorde à réfléchir à quelle cible et à quelle verticale on souhaite s'adresser, ce qui nous amène donc au premier niveau lecture que vous pouvez voir au niveau externe du cercle, qui représente vraiment les principales régies et les typologies d'audience sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, cette première typologie d'acteurs, elle est catégorisée au sein de différents niveaux. Vous avez les retailers, les médias et depuis peu, la catégorie C2C qui est très intéressante. On peut constater qu'on a lié ces acteurs à des thématiques dominantes, donc telles que l'high-tech, le divertissement, la mode ou la beauté, et des verticales plus généralistes. Donc, de cet exercice, on constate de plus en plus de secteurs présents,
Et ce sont des verticales qui démontrent un intérêt global de toutes les catégories de produits pour cette solution live shopping. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que le live shopping n'est finalement pas du tout segmentant et que tout le monde peut l'utiliser. Et ensuite, donc, au sein de cet écosystème, on peut compter sur d'autres parties prenantes expertes en la matière et pas des moindres, à commencer par celles positionnées en hypercentre. Donc, vous avez les acteurs technologiques qui, au-delà de l'aspect technique, répondent vraiment à un rôle de conseil aujourd'hui. Et en complément de cette expertise, les marques ont la possibilité de s'appuyer sur des boîtes de production, conception, distribution, pour bénéficier d'une expertise éditoriale et sociale complémentaire. Donc, je l'ai vraiment précisé en préambule, mais il faut garder en tête que cette cartographie va très très vite évoluer. Le marché est extrêmement dynamique et changeant. Et en suivant l'actualité dans le monde et les tendances, on peut s'attendre vraiment à ce que cela bouge vraiment très rapidement. On a vu le développement de la catégorie C2C qui peut potentiellement s'étendre avec de nouveaux acteurs. On sait que des fonctionnalités shopping sont à l'essai sur les réseaux sociaux aux US, en Angleterre ou encore au Canada. Il faut avoir en tête que ça va se déployer en France également. Une autre tendance, les acteurs comme Walmart qui déploient carrément leur chaîne dédiée, ou Beta qui propose des expériences live de plus en plus fortes et globales pour finalement proposer aux shoppers des expériences uniques qui sont de plus en plus intégrées dans leur parcours. Et dans la lignée de ce qu'on peut voir en dehors de nos frontières, avec vraiment des plateformes qui sont 100% live shopping. Très récemment en France, des marketplaces 100% dédiés ont vu le jour. Donc, c'est le cas de Pawa, par exemple, qui se positionne comme la première marketplace live shopping dédiée aux petits créateurs. Et enfin, côté techno, donc les acteurs déjà bien installés dans le reste du monde vont accélérer forcément leur développement sur le marché français. C'est notamment le cas de Firework, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui partage clairement cette ambition et ces perspectives. Et autre fait saillant aussi à partager quand on parle de tendance live shopping et de perspectives, c'est évidemment les typologies de live et les formats qui varient selon les objectifs et qui s'enrichissent de plus en plus. Vraiment, on doit vraiment souligner l'importance de ce point, car le live shopping, c'est avant tout un endroit pour agréger les audiences et les engager. Donc, le marché en prend vraiment conscience. On assiste de plus en plus à des lives avec un contenu différenciant, gamifié, voire augmenté, pour finalement s'éloigner de plus en plus du format un petit peu poussiéreux du téléshopping classique. Donc, vous avez quelques exemples ici. Vous pouvez voir, on assiste à des jeux, vous avez des créations et des lignes éditoriales vraiment poussées. On a des rendez-vous très récurrents avec un réel storytelling. Et vous avez même, je l'ai dit tout à l'heure, des formats augmentés, comme vous pouvez le voir à droite. Donc... Oui, la réalité augmentée, c'est ça dans l'image. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la marque Berger. C'est les spectateurs du flux qu'on voit ou c'est autre chose? Oui, je pourrais partager éventuellement dans la présentation le lien de tous ces replays avec plus de détails, mais tout à fait, c'est très intéressant de creuser et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Autre point que je voulais souligner. On voit qu'un show réussi s'appuie sur l'interactivité, évidemment. Oui, clairement, et il faut que ça ait du sens, il faut que le spectateur ses lives, faut qu'il se sente bien, totalement capté. Donc, c'est pour ça que le contenu est clé. Mais il y a un autre point, Jérôme, que je voulais souligner, c'est la façon dont on orchestre ce live, qui est aussi très importante. La récurrence et les temps forts commerciaux sont clés pour vraiment créer le rendez-vous, booster l'engagement. Donc, ce point est tout de même à souligner. Sans parler, évidemment, et c'est encore une fois le cœur de ce groupe de travail, c'est le relais média qui permet vraiment de capter les audiences appétentes et renforcer la cohérence du plan marketing global. Donc, encore une fois, que ce soit par le contenu, que ce soit par la médiatisation ou le timing, tout ça doit être cohérent, bien réfléchi, pensé en amont et très stratégique finalement. Très bien, il est 9h20. Ouais, je termine très rapidement avant de laisser la parole à Alexandra et illustrer ses points. Donc, avec un super cas, on s'accorde à dire que le live shopping, ça repose sur différents facteurs clés. Donc, évidemment, définir le bon pricing, la bonne offre, le bon produit.
Ensuite, on doit réfléchir à l'audience à laquelle on souhaite s'adresser, l'importance aussi de la médiatisation pour penser vraiment à informer l'audience, bien partager l'information. Et on encourage pour cela les marques à vraiment s'appuyer sur des partenariats 360, notamment avec les régies, les experts techniques de ces solutions. Mais enfin, aussi également s'appuyer sur un contenu fort, engageant et intégré, toujours dans une cohérence globale au service d'une animation commerciale. Privilégier l'interaction avec des contenus poussés tels que les sondages, des questions-réponses, des jeux, pour vraiment engager les viewers au maximum. Et enfin, pas sous-estimer le replay qui permet de multiplier de façon significative le nombre de vues et par conséquent les achats. Mais je pense que le cas suivant va pouvoir confirmer mieux que moi tous ces points. Donc, Tout à fait, on va avoir plusieurs cas clients. Alexandre. Merci beaucoup, hein, Hélène, hein, pour cet énorme travail de préparation de petit déjeuner et puis pour ces éléments de contexte et de découverte. Et puis donc cette cartographie qui va être publiée, hein, je crois, ce matin sur le site de la Mobile Marketing Association et l'IAB, donc que tout le monde va pouvoir découvrir. Je vous propose du coup de donner la parole à Alexandra Stuir, directrice régie et trade de Retailing. Bonjour Alexandra. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Merci à tous de me donner l'occasion de vous partager aujourd'hui ce cas. Alors je pense que voilà, je vais revenir sur des sujets qu'a évoqué Hélène, mais justement pour les quelques mots de présentation peut-être de Retailing, parce qu'on le voyait qui était dans la cartographie, donc c'est un des poids lourds désormais, hein, du retail média en France et qui évidemment s'engage sur ce nouveau format qu'est le live shopping. Hein. Oui, on s'y est engagé déjà depuis un petit moment. On va dire que assez logiquement, en fait, quand on est régie d'un groupe de distribution, l'expérience shopper et encore plus l'expérience shopper digitale, c'est concrètement au cœur en fait de notre réflexion au quotidien. C'est au cœur de la problématique des marques avec lesquelles on travaille. Donc, bien évidemment, on se doit de trouver aussi des réponses et d'essayer d'améliorer en fait notre proposition de valeur dans ce contexte-là. Et le live shopping et le live même, je dirais au sens large, a fait partie des éléments qu'on a travaillé il y a maintenant déjà depuis quelques années. Donc, on a une expérience entre guillemets un petit peu déjà sur le sujet, sur le marché français, et c'était l'occasion de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des gens qui se posent la question et assez naturellement, hein, à savoir si le live shopping, on est plutôt sur un effet de mode ou sur une véritable tendance de fond. Et pour le coup, chez Fnac Darty, au sein du groupe, on a vraiment la conviction que le live shopping vient répondre à un phénomène de consommation durable. C'est une tendance de fond, voilà. Exactement, que c'est une tendance de fond, parce que ça va répondre et aux enjeux du e-commerce, on va le voir, qui sont assez spécifiques, hein, en termes de canal, et également aux attentes du consommateur. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Découvrons votre cas. Exactement, pourquoi et comment. Et je vais d'abord un petit peu vite, mais je voulais prendre cet exemple justement de vous interpeller sur savoir combien aujourd'hui, et je pense que c'est assez marquant de se poser la question sur un produit assez classique, de savoir combien de références peuvent être disponibles sur un site. Là, c'est l'exemple des montres connectées. Aujourd'hui, si vous recherchez une montre connectée, vous allez avoir le choix entre 78 références sur le site de la Fnac. Alors, je pense qu'on s'est déjà un peu tous retrouvés en tant que consommateurs et pourtant souvent assez avertis devant une liste sans fin de références de produits. Et clairement, je pense qu'on comprend assez vite qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans ce contexte de l'hyper-choix, dans aussi une notion d'ultra-concurrence, hein, entre les marques qui sont positionnées, qui développent énormément de nouveautés, assez perdues en fait, et qu'on a besoin d'être guidé, d'être conseillé. Alors, nous, et on le voit bien, hein, dans un réseau comme Fnac Darty, dans le magasin, on n'a pas la même problématique. Dans un magasin physique, c'est le vendeur qui va en fait incarner la vente, qui va incarner la relation à l'enseigne. Et ce vendeur, il va être vraiment très important dans... c'est en plus l'un des marqueurs forts du groupe chez Fnac Darty, mais cette expertise du vendeur, on va dire ce contrat de confiance qu'il y a entre le vendeur et le consommateur, il est assez déterminant, je vais y revenir, dans la vente. Et pour le coup, en digital,
On n'a pas du tout sur la même proposition d'expérience et le consommateur, il est encore trop souvent livré à lui-même. Et donc Samsung est venu nous voir, hein, en fait, au moment de l'occasion de son lancement de sa nouvelle gamme, il y a quelques mois maintenant, c'était fin d'année 2021. Ils ont lancé une nouvelle gamme de montres connectées et d'écouteurs Buds. Et ils étaient assez conscients, hein, du marché dans lequel ils évoluent, bien évidemment. Donc, ils étaient conscients de l'offre pléthorique qu'il pouvait y avoir. Et ils nous ont interrogés à dire comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir mieux faire émerger la nouveauté. Comment est-ce que je vais la rendre intelligible pour le consommateur? Comment est-ce que je vais pouvoir parler, on va dire, de manière plus directe avec lui moi, je pense qu'il y a un des éléments que dont j'aime bien parler dans le cadre du e-commerce, c'est la bataille de l'attention. Je pense que la bataille de l'attention, elle est assez clé pour les marques pour gagner en fait cette capacité à pouvoir interagir avec le consommateur final. On le vit tous dans nos métiers, c'est aussi la bataille de l'attention clé dans l'univers du digital au sens large. Et du coup, ça a été vraiment la problématique que nous a soumis Samsung. Pour ceux, je fais une petite aparté, mais qui ont eu l'occasion d'écouter, de suivre la semaine dernière le Retail Morning, il y avait notamment une intervention assez intéressante de Bruno Ricard de 366 qui présentait une étude sur les drivers d'achat et l'évolution des drivers d'achat post-Covid qui a été réalisée avec Kantar. Et dans cette étude, on parle d'hybridation des parcours, la fin de l'opposition entre le on et le off. Ça, c'est déjà un élément, je pense, dont on a tous conscience, mais qui est de bon ton de se rappeler. Et il parlait notamment de cette valeur de confiance et la place de la confiance, en fait, dans la transformation de l'achat. Et aujourd'hui, ils ont, dans l'étude, démontré qu'il y a des valeurs de confiance qui sont très fortes sur la partie magasin physique et qui sont très faibles sur la partie e-commerce. Et je trouve que la problématique de Samsung, elle reflétait en fait ce cas de figure, qui est de dire comment est-ce que je vais pouvoir améliorer mon driver de confiance en e-commerce pour arriver à faire émerger mes nouveautés. Et pour nous, la réponse, je pense que vous l'avez un petit peu compris, la réponse, elle est passée par le live shopping. Elle est passée par la création d'un live shopping. Pourquoi? Parce que ce live shopping, il permet d'humaniser en fait le parcours. Et pour nous, ce qui est assez clé dans la confiance et dans le driver de la confiance dans le cadre du e-commerce, c'est l'humain. Et là, on le voit dans l'exemple Samsung, on a réalisé ce live shopping avec un influenceur. On aurait pu très bien le faire avec un vendeur Fnac, on aurait pu très bien le faire avec un référent de la marque Samsung. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un expert, c'est d'avoir quelqu'un qui va incarner en fait cette réassurance entre guillemets dans le cadre du e-commerce, qui va pouvoir jouer le rôle du vendeur comme on pouvait l'avoir en magasin, et qui va du coup pouvoir jouer ce storytelling dont parlait aussi Hélène tout à l'heure, qui est assez important et clé dans le cadre du live shopping. Donc, quand on réalise un live, on va donner rendez-vous bien évidemment à des audiences, à des communautés. C'est l'un des marqueurs forts du live shopping. On a donné rendez-vous aux communautés de la Fnac, à celles de Samsung, à celles bien évidemment également de l'influenceur. On va créer un moment de partage qui se doit et qui se veut vivant. On parlait tout à l'heure d'interaction, et c'est bien évidemment l'un des éléments clés, et directement à une large audience. Je pense que le gros intérêt du live shopping, c'est sa capacité à capter à un moment donné une audience très très large, et donc du coup à véhiculer son message à cette audience de manière amplifiée. Et vous le voyez sur le player, si tu peux encore revenir à celle d'avant, vous le voyez sur le player, vous avez l'avantage, quand on travaille sur des players dans le cadre de sites e-commerce, de pouvoir avoir directement la mise en avant en fait des produits qui sont présentés dans le live avec une mise au panier dynamique. Donc pour le coup, on n'a pas de scission dans le parcours d'achat, et on a vraiment quelque chose de très dynamique pour favoriser en fait le ROI et la mise au panier.
Et puis après, la deuxième vie en dehors de l'événement dont on vient de parler, la deuxième vie qui est offerte au live, donc c'est le fameux replay dont parlait Hélène tout à l'heure. Et vous le voyez, en fait, ce contenu, il a une deuxième vie, il devient un contenu en fait pérenne sur les fiches articles. Et cette deuxième vie, elle est loin d'être anecdotique, hein, pour le coup. Elle est même très importante pour nous. Elle fait vivre le contenu des fiches articles. Ça veut dire que concrètement, tous les nouveaux internautes en phase d'achat qui vont chercher de l'information, ils vont pouvoir accéder à ce replay. Et c'est loin d'être anecdotique parce que dans l'exemple de Samsung, c'est 80% des vues du replay qui ont été réalisées, des vues, pardon, du live shopping qui ont été réalisées sur le replay, pour 20% pendant l'événement. Et alors, peut être un peu variable en fonction des cas, mais on est à peu près toujours sur ce genre de ratio, à peu près 20-30% pendant l'événement et à peu près 70% sur le reste du temps, ce qui est en soi assez logique quand on y réfléchit, hein. On a énormément de trafic sur les fiches articles, donc ce contenu-là, il va vivre de manière durable dans le temps. Et moi, je pense que donc chez Fnac Darty, je le disais un peu en préambule, mais on a réalisé 150 live shopping au cours des 2 dernières années. Donc, on a eu l'occasion de tester beaucoup de choses, beaucoup de périmètres. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce format-là, très clairement, il répond aux besoins de donner du sens, en fait, dans le cadre du parcours e-commerce. Il va nous permettre d'informer le consommateur qui est en recherche d'informations. Il va permettre de prescrire, parce que pour le coup, on parlait de cet intérêt et ce besoin de prescription aussi, je pense, qui se fait ressentir dans le cadre du e-commerce. Le dynamisme, ça, je pense que tout le monde l'avait bien en tête. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, l'un des drivers aussi importants, c'était l'humanisation du parcours qu'il permet de ramener avec l'humain qui est replacé en fait au centre du parcours. Alors, l'une des questions qui réside encore sûrement pour beaucoup, hein, c'est à savoir, Hélène en a un peu parlé, dans le funnel, comment est-ce que ça se comporte? Est-ce qu'on considère et est-ce qu'on peut considérer que le live shopping, c'est un driver de vente? Est-ce que l'humain, en fait, il va avoir un impact sur le ROI? Et on a pu le voir dans le cas de la campagne Samsung, mais dans beaucoup d'autres cas que je pourrais partager à ceux qui sont intéressés. La réponse est oui. Le live shopping est un levier de vente. Dans le cas de la campagne Samsung, on a un ROAS de 1,7, donc ça veut dire que 1,70 € a été généré en vente de produits directement liés à ce live pour 1 € investi pour la mise en place du live shopping. Donc voilà, une rentabilité avérée. Et je rajouterais également, parce que pour nous, c'était très important de mesurer la globalité du funnel. On a tendance, et c'est souvent ce qu'on voit dans le cadre du retail média, à vouloir n'être que sur du bas de funnel, ce qui s'entend et ce qui se comprend, et ce qui est l'un aussi des avantages de pouvoir agir directement sur le trend de vente de nos partenaires marques. Mais on peut jouer et on joue beaucoup aussi avec le live shopping. C'est ce qu'on a pu démontrer en réalisant une étude auprès des gens qui avaient suivi le live sur des items de considération d'achat. On le voit avec des intentions d'achat très fortement exprimées et sur des items de notoriété, sur des items de awareness, on va dire, avec une image positive dégagée par la marque qui va réaliser un live shopping. Et ça, je pense que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, le live, c'est un driver, un levier qui va accompagner l'ensemble du funnel. Et puis, dernière chose dans les derniers éléments importants pour moi que je voulais vous partager, c'est que nous, aujourd'hui, on voit le live shopping comme un élément de la palette, en fait, de l'offre du retail média. Et je pense que c'est un élément important quand on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie hybridation des parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours, il va se nourrir du on et du off. Il va même s'en nourrir de manière, en général, on parle maintenant même de recopo, le fait de rechercher en ligne, de checker en magasin et de convertir online. Donc, on voit qu'en fait, on est dans un cercle qui se nourrit. D'où l'intérêt aussi de passer sur des communications, et ça Samsung l'a bien compris, qui vont être plus globales pour le coup, et on a mis et Samsung avait cette demande-là, bien évidemment, de couvrir l'ensemble des points de contact qu'on peut offrir dans le cadre du retail média sur les écosystèmes de Fnac. Et on le voit dans
dans les exemples juste après, c'est que vous avez, et on a mis en place un plan, une orchestration globale en magasin, avec par exemple la partie écran DOH sur nos sites en mixant les leviers et les occasions de points de contact en fait avec les audiences et les consommateurs potentiellement de montres connectées pour aboutir en fait à un plan global omnicanal qui va permettre vraiment d'amplifier en fait le lancement de ces montres connectées et bien évidemment l'impact potentiel sur les retombées business. Et cette combinaison, elle a été vertueuse pour Samsung parce qu'elle leur a permis d'atteindre un ROAS, un ROAS global sur l'ensemble de leur campagne de 10, Brandalo de 10, donc sur l'ensemble de leur orchestration au global, le live shopping inclus. Et c'est vraiment pour nous important aujourd'hui d'arriver à, d'ailleurs, mélanger aussi un peu les mesures et les KPI. On a aussi regardé la partie uplift qu'on pouvait avoir sur ce genre d'orchestration. Et on est sur un uplift entre des bassins exposés et non exposés au global de la campagne de 32%. Donc voilà, des cas aujourd'hui qui viennent nourrir et un format qui vient encore nourrir en fait la proposition de valeur du retail média dans son ensemble, et je pense qu'il est bien illustré aujourd'hui avec le cas Samsung. Et on a parlé de Samsung, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Et pour le coup, voilà, s'il y a une dernière chose à vous partager, je pense que c'est que le live shopping se prête à beaucoup de thématiques. Nous, on le réalise autant sur de l'environnement gaming que sur du petit électroménager, du gros électroménager, de l'hardware. Je pense que l'élément qui est important, Hélène en parlait tout à l'heure, c'est le côté storytelling, quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter. La gamification également aujourd'hui qui devient l'un des éléments très driver dans le cadre du live. Mais concrètement, ça se prête aujourd'hui à l'ensemble des thématiques, quasiment l'ensemble des thématiques produits. Et Alexandra, une question, vous anticipez également une très forte croissance à 2 ou 3 chiffres dans les prochains mois pour ce format chez Retailink? Oui, alors maintenant, c'est même quelque chose qui devient assez structurel en fait, qui est organisé, qui est planifié, sur lequel on va créer des rendez-vous même de manière un peu plus globale, sans juste parler des intentions des marques, et sur lequel en fait on essaye de créer aussi par rapport à nos audiences des calendriers en fait de rendez-vous pour pouvoir nourrir aussi en fait un peu les attentes des consommateurs sur ce sujet-là. Donc je pense on a passé une step, donc bien évidemment ça se montrera dans les volumétries. Et on termine avec le chiffre, c'est quoi? C'est 25 millions de Français qui passent chaque mois sur les assets Fnac Darty, c'est ça? Oui, en moyenne. D'accord, donc évidemment Retailink, une destination évidente, hein, notamment dans l'univers du high-tech, mais pas que. Mais pas que. Il y a plein de sujets évidemment sur lesquels vous pouvez accompagner les annonceurs. En tout cas, merci beaucoup Alexandra hein, pour ce cas et puis pour ces chiffres. On va enchaîner. Alors, si vous avez des questions, Alexandra, n'hésitez pas à les poser dans le petit onglet questions-réponses. J'ai vu déjà qu'il y avait une question d'Inès et d'un spectateur anonyme, donc peut-être que Alexandra va vous répondre directement dans l'onglet Q&A. Nous, on va enchaîner avec notre table ronde virtuelle avec mes 3 invités, Benoît, Antoine et Julien. Bonjour à tous les 3. Est-ce que vous avez bien allumé votre caméra et votre micro? Vous êtes bien là? Bonjour Jérôme. On est bien là. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour, alors on va démarrer donc peut-être par un petit tour de présentation rapidement. Benoît, VP Live Commerce de e-Advice d'Applose. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre activité, votre entreprise? Bonjour Jérôme, et effectivement, donc VP Live Commerce, on a rejoint les équipes d'iAdvise au mois d'août de l'année dernière, et notre objectif, effectivement, c'est de proposer des solutions, mais pas que. C'est tout un programme de transformation aujourd'hui autour du conversationnel. Effectivement, Alexandra a parlé des usages qui sont en train d'évoluer. On est convaincu que les sites internet avec les fiches produits classiques correspondent à une partie, mais pas à la totalité des besoins. Et donc, pour optimiser le développement du chiffre d'affaires et donc du business, on accompagne les marques sur du programme conversationnel. Voilà. D'accord, mais sans contrainte, c'est une solution techno? Ouais, c'est une solution technologique au sein d'iAdvise, dédiée effectivement au live shopping. Et encore une fois, notre objectif, c'est d'avoir un impact très fort sur cette partie business et accompagnement de la croissance de nos clients. On peut donner quelques chiffres rapidement? Aujourd'hui, sur l'e-commerce, sur Applose, sur iAdvise? Oui.
Aujourd'hui, on est effectivement présent en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, on accompagne à la fois des régies, des marques, des distributeurs. Voilà, Advise aujourd'hui, c'est plus de 2000 clients au global. C'est une marque qui est une entreprise qui est là depuis 10 ans sur le marché en France, expert reconnu sur les problématiques conversationnelles. Très bien. À vos côtés, Antoine Leclerc, bonjour, CEO de Cast.tv, je prononce bien les deux A, j'espère. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la story de cette société, également spécialisée dans les solutions live shopping? Ouais, merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. C'est Antoine Leclerc, donc moi je suis le fondateur de Cast. Nous on est une solution d'animation commerciale en digital et on fait 3 choses chez Cast. On fournit effectivement une solution technologique de live commerce et live shopping qu'on intègre directement sur les sites. On fournit aussi une partie conseil, accompagnement stratégique de nos clients. Puis ensuite on développe un écosystème avec lequel on travaille en fait pour fournir vraiment l'ensemble de la gamme des services nécessaires autour du live shopping. Et puis, pour donner quelques chiffres, donc l'année dernière, on a opéré et diffusé à peu près un peu plus de 300 live commerce. On est présent aujourd'hui majoritairement en Europe, mais aussi sur le continent américain. On a des équipes au Mexique et on vient d'arriver sur le continent asiatique. On a une personne qui vient d'arriver au Japon. Et voilà. Donc en fait, nous, vraiment, l'enjeu de Cast aujourd'hui, c'est vraiment de fournir à la fois donc la solution la plus aboutie du marché et le meilleur écosystème. Et donc pour passer la balle à Julien, on travaille avec des partenaires comme LiveOne pour justement l'opération des opérations de live shopping. Superbe transition, Julien, CEO de LiveOne, donc un partenaire des solutions technologiques dédié au live shopping, c'est ça? Exactement. Bonjour Jérôme. LiveOne aujourd'hui, c'est une société qui est dédiée à la conception, production et distribution d'émissions de live shopping. Donc pas de techno, pas de techno. Pas de techno. Nous, on a pris le parti de justement de proposer cette conception, production et distribution dans le but d'éditorialiser les live shopping et surtout d'offrir des outils hardware pour pouvoir produire ces outils live shopping. Aujourd'hui, LiveOne, c'est une quinzaine de personnes. On a conçu, produit, distribué une petite centaine de lives depuis 2020, puisqu'on a démarré l'aventure en juin 2020, pratiquement en même temps que des Antoine et des Benoît. D'ailleurs, on était assez pionniers sur le sujet. On vient d'ouvrir la première live shopping factory de France à la mairie de Pantin. C'est 500 mètres carrés de zone dédiée à la production centralisée d'émissions de live shopping de façon industrielle. On a 1500 mètres carrés qui sont encore en déploiement et en développement pour pouvoir accueillir des marques. Nous, on pense que le live shopping est bâti sur 3 formats. Un format qui peut être du one-to-one pour du personal shopping, un format qui peut être du one-to-few pour du confidentiel et évidemment du one-to-many pour du grand public. Pour cela, aujourd'hui, le métier de LiveOne, c'est de pouvoir éditorialiser, produire en centrale ou en décentralisé, puisqu'on a construit un réseau aussi de 24 équipes réparties sur le territoire français pour pouvoir aller faire du live shopping en montagne, à la plage, etc., etc., etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de proposer aux marques et aux partenaires médias du clé en main. D'accord, et donc vous couvrez tous les cas de figure qui peuvent se présenter, y compris, donc on a entendu le personnel shopping en one-to-one. Alors merci à tous les 3 pour ce petit mot d'introduction. Je vais vous poser une question très simple aujourd'hui, puisque vous avez tous une très longue expertise, même si finalement votre activité donc 2 ou 3 ans. Ça serait quoi pour vous les bonnes pratiques? Benoît, si je vous demande, on a eu le cas évidemment Retailing, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui comme bonne pratique en matière de, je sais pas, choix des marques, choix des produits, choix des prix, dispositifs de promotion, intégration de l'animateur? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces années d'activité? On vous entend pas, Benoît. Vous avez peut-être coupé votre micro. Pardon, voilà. Excusez-moi. La première chose, effectivement, c'est de se poser la question du pourquoi du live shopping. C'est effectivement quelque chose qu'on a commencé à évoquer, mais concrètement, et Antoine le dit, aujourd'hui, on considère que le live shopping est un excellent format pour soutenir de l'animation commerciale. Donc, ce qu'on peut faire très bien en boutique, comment on peut effectivement le transposer sur le digital. Et donc, ça veut dire que le live shopping est extrêmement efficace à partir du moment où on travaille sur un lancement de produit, une offre promotionnelle dédiée. Ça veut dire que tous les produits ne se prêtent pas forcément au live shopping, et c'est les mêmes produits qu'on aurait mis en avant dans une boutique qui ont naturellement vocation à être poussés par le live shopping? Je ne dis pas que tous les produits ne se prêtent pas, je dis simplement c'est pourquoi on fait du live shopping et en quoi, par rapport à un objectif business, ce produit-là, effectivement, va créer l'événement, va être intéressant. Généralement, par exemple, si le produit, ça fait 6 mois qu'il est sur le catalogue et que le prix est le même,
Ce n'est pas parce qu'on va avoir quelqu'un qui va faire une présentation qu'effectivement, on va avoir des résultats extraordinaires. Donc, c'est vraiment d'inscrire le live shopping comme un outil format d'animation commerciale, l'inscrire dans une stratégie marketing et effectivement se poser les questions de la partie communication-activation, de la partie animation. Effectivement, aujourd'hui, Julien parlait de l'expérience, mais l'expérience, elle peut être in situ, elle peut être en studio. Tout ça doit être effectivement aligné. Donc, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est que l'ensemble des éléments doivent être alignés pour pouvoir créer une expérience qui a un impact. On voit qu'il y a des communautés qui réagissent. La question de l'audience et de l'investissement pour générer cette audience, c'est aussi un sujet, j'imagine, stratégique. Très clairement, il y a généralement deux choses. Effectivement, c'est l'audience sur lequel on peut capitaliser via des partenaires que sont les distributeurs, donc j'ai des distributeurs et des publishers, mais vous avez aussi la base CRM, la base client installée aujourd'hui qui est extrêmement importante et qui peut optimiser l'audience d'un live. Antoine, même question. Vous disiez déjà plusieurs centaines de live shopping réalisés seulement en 2021. Ça serait quoi pour vous les principaux learnings déjà, les bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en avant? Ouais, ça va être compliqué de répondre sans faire une redite de ce que Benoît a dit, hein. Complètement aligné avec ce qu'a dit Benoît. On est effectivement sur de l'animation commerciale. Donc en fait, il faut reprendre les fondamentaux de l'animation commerciale. Un live commerce va fonctionner, va être performant s'il y a un bon produit, il y a une bonne offre commerciale associée au produit. Si on a aussi la capacité d'avoir un bon animateur et notamment une bonne finalement animation autour du live, hein. Ça veut dire l'animateur, ça veut dire aussi la manière de capter le live. Et puis ça veut dire aussi aller chercher les bonnes audiences, donc plutôt des audiences affinitaires sur le produit. Quoique, il peut y avoir aussi une ouverture un petit peu sur des phases de découverte sur un produit qui permettent en tout cas d'amener un peu plus de personnes à l'intérieur du funnel d'achat. Mais D'accord. voilà, Et sur complètement la en phase question sur l'animation. sur la question de l'animateur, par exemple, dans les magasins, c'était des personnes qui avaient effectivement ce profil d'animateur. C'était pas forcément les vendeurs traditionnels. Et donc, c'est la même logique dans le live shopping. Il faut une personnalité qui maîtrise ce type de Ouais. format. En fait, alors il peut y avoir il y a des super animateurs, hein, qui font des animations justement de live shopping qui sont parfois soit des animateurs commerciaux au niveau du distributeur, soit parfois au niveau de la marque, soit parfois des animateurs externes. On parle beaucoup d'influence, on parle beaucoup de créateurs de contenu qui viennent animer des live shopping, soit éventuellement un mix, de tous, et donc on peut avoir parfois, un live qui est animé par une personne, 2 personnes, 3 personnes, voire plus, en fonction de la typologie du live. Mais en fait, c'est surtout la capacité à positionner cet animateur ou cette animatrice et à avoir une vraie présentation commerciale, pas forcément téléphoner du produit, mais vraiment en tout cas argumenter. On a vu des très beaux live commerce qui ont été opérés par différents types de profils, mais ça fonctionne vraiment quand on a un argumentaire solide sur le produit et qu'on peut démontrer le produit en direct. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous avez peut-être vu dans le passé, en tout cas des live shopping ou des lives qui étaient pas forcément super engageants. En fait, le problème d'un live super engageant, même si le produit, même si l'offre commerciale est là, même si l'audience est là, c'est que les gens vont pas forcément avoir envie de rester. Et ça, en fait, ça va vraiment être un bloquant, un point de blocage, tout simplement parce que vous avez besoin d'être exposé au message, de vous prendre au jeu pour être à un moment, enfin pour avancer tout simplement dans le funnel d'achat. Le dernier point peut-être sur l'audience et sur le temps passé potentiellement sur le live, c'est comme Alexandra a dit, on peut intégrer des mécaniques de gamification ou de jeux concours directement à l'intérieur de live. Et ça va avoir tendance à augmenter le temps passé, donc notamment le temps passé sur le live, mais aussi du coup l'exposition au message commercial qui est passé. Donc naturellement, encore une fois, on avance un peu plus le client dans le funnel d'achat. Julien, chez LiveOne, c'est quoi également les bonnes pratiques que vous recommandez? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'ont dit Benoît et Antoine? Ouais, c'est ça, j'ai Ouais, c'est dur quand on passe au troisième. Et quand même quelques éléments. En effet, le fait qu'il y ait une marque et de l'offre, c'est très important. Et nous, chez LiveOne, on est 2 anciens de chez venteprivée.com. Donc, la notion d'offre, de montage d'offres, c'est très important pour nous. On pense que c'est naturellement des leviers de transformation sur le live. La partie, tout ce qui va être animation, production, éditorialisation, Juste reviens. Oui. C'est fondamental, pardon, mais je reviens sur la question du choix du produit. Alexandra nous disait il y a 84 références smartwatch sur le site de la Fnac. Est-ce que les 84 références ont vocation à bénéficier d'un live shopping ou est-ce qu'on ne va pas naturellement se concentrer sur les produits avec le plus gros potentiel? Ça dépend, je pense, de l'objectif recherché. Évidemment, passer 84 produits durant une même émission, ça devient compliqué, ça devient long, ça peut devenir fastidieux.
mais tous les produits sont présentables en live shopping au final. Ensuite, il faut juste connaître l'objectif. Est-ce que c'est un objectif de ROI, de branding? Qu'est-ce qu'on veut faire? En tout cas, l'importance d'un bon live shopping, c'est en effet toute la partie orchestration, préparation des animateurs. Un influenceur n'est pas forcément un bon animateur de live shopping. Ça se prépare. C'est un exercice orchestré. Il y a eu des échecs retentissants ces 2 dernières années avec des Ce ne sera mauvais pas de choix nom, mais d'influenceurs. naturellement, un influenceur n'est pas forcément un bon animateur. Les meilleurs ambassadeurs de marque sont souvent des gens qui ont été formés d'ailleurs au produit, à la marque, qui ont un vrai argumentaire solide à proposer. Et puis, pour corroborer un peu tout ce qu'a pu dire Benoît, Antoine et Alexandra également, je pense que quelque chose qui va devenir très important dans les années à venir sur le live shopping, c'est la notion de rendez-vous. C'est comment on crée le rendez-vous pour créer l'usage. Nous, on travaille beaucoup avec Carrefour et on commence à voir des gens qui reviennent toutes les semaines pour dire j'étais là la semaine dernière, c'est super, merci, c'est top, c'est de l'entertainment, c'est du gaming, j'ai créé ce rendez-vous-là. Et cette notion de rendez-vous va accélérer l'usage et créera le ROI demain sur toutes ces émissions. Avec une population qui est vraiment sensible à ce type de format et qui achète pendant ces formats. Exactement. Autre question que je voulais vous poser, on est à la Mobile Marketing Association. On voit de plus en plus de gens, évidemment, qui passent du temps sur leur téléphone mobile chaque jour, avec un écran vertical. Ça serait quoi les bonnes pratiques pour créer un live shopping? Il faut privilégier un format horizontal, comme on l'a vu d'ailleurs chez Fnac Darty, avec un format paysage un peu classique et historique qui s'inspire de la télé, ou est-ce qu'il faut basculer en vertical? Benoît, vous recommandez quoi à vos clients? Alors, nous, on est très clair là-dessus, puisque c'est lié à la fonctionnalité aujourd'hui, c'est de recommander effectivement le portrait pour Donc vertical. Donc vertical, évidemment, parce que à plus de 80%, on a un usage qui est très mobile. Et j'ai envie de dire, c'est pas nous qui influons, ou en tout cas qui développons cet usage, c'est plutôt aujourd'hui des grandes plateformes qui sont extrêmement consommées comme Instagram, comme TikTok, et qui poussent effectivement aujourd'hui le format vidéo, vertical. Donc on voit que dans les data, les metrics, aujourd'hui, ce format-là est plébiscité. Bien évidemment, ça veut dire que il faut qu'on puisse avoir des éléments de production. Donc là, c'est plutôt la partie de Julien, mais qui permettent effectivement de faire ce qu'on appelle du multicaméra. Et on arrive à créer des expériences extrêmement qualitatives avec plusieurs caméras dans un format aujourd'hui vertical. Je voulais juste ajouter un dernier point, cette logique de portrait, de vertical paysage, pour moi, est un faux débat. Le vrai débat, c'est ce qu'on vient d'évoquer avant, c'est-à-dire en quoi aujourd'hui on a une proposition de valeur à présenter et en quoi on aligne l'expérience en fonction des objectifs et enjeux de la marque. Ça, c'est extrêmement important. Le côté interactif est important et donc sur le parti portrait, ça fonctionne. Juste un mot aussi toujours sur cet environnement, on va dire, réseaux sociaux, mobiles. Les commentaires des internautes, ça peut aussi faire la différence dans un sens ou dans l'autre. Ça peut servir ou desservir la mise en avant d'un produit. C'est pas parfois un peu risqué Alors aujourd'hui, il y a de des diffuser modérations. toutes ces réactions? Alors, c'est pas risqué et c'est même ce qui est demandé. C'est-à-dire que la première question, c'est pourquoi on fait du live shopping et pourquoi on fait pas simplement de la vidéo. Ça peut être même plus simple dans certains cas de faire de la vidéo, très, très honnêtement. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, le live shopping, c'est un format immersif et interactif qui doit susciter le désir d'achat. Et donc, dans ce côté interactif, on vient effectivement engager aujourd'hui les spectateurs. Et cet engagement, il doit avoir un impact. Antoine parlait de gamification. Aujourd'hui, on a des outils pour créer de la gamification. Il a un objectif, c'est de collecter de la data. Aujourd'hui, on est en capacité, effectivement, avec de l'interaction, de faire en sorte de collecter de l'email, du numéro de téléphone, de l'opt-in. Aujourd'hui, on a la capacité de savoir sur quels produits ils sont intéressés, de donner un sondage pour savoir, par exemple, est-ce qu'ils ont une peau grasse ou une peau sèche, et ce qui va vous permettre de retargeter l'ensemble de ces participants avec un message personnalisé et donc d'optimiser la conversion. Et ça, c'est vraiment important. La différence entre une vidéo simple et du live shopping, c'est qu'on engage les spectateurs, qu'on interagit avec eux et qu'on peut collecter de la data. On peut collecter de la data. Antoine, Exactement. même question sur vos 200 expériences l'année dernière. Quelle proportion était sur un format vertical et en quoi le mobile propose de nouvelles fonctionnalités peut-être par rapport à l'écran du desktop? Alors, sur les totalités, je pense qu'on a fait, là, sur les 18 derniers mois, un peu plus de
400, je pense, opérations. Alors, bonne question sur le format. On tend à avoir de plus en plus d'opérations qui sont sur un format effectivement vertical, mais pas toutes, tout simplement parce qu'en fait, le format vertical va être particulièrement adapté à certaines typologies de produits. C'est là où je pense qu'on n'aura pas forcément la même vision avec Benoît. Le format vertical va être adapté sur des produits, par exemple, de mode ou parfois de beauté. Dès lors où on va passer sur des produits parfois un petit peu plus classiques, ou par exemple du gaming où il faut partager un écran ou ce genre de choses, le format vertical va avoir des limitations. Et donc, par rapport à ça, nous, on laisse la main à nos clients de choisir soit effectivement du format horizontal, soit du format vertical. Donc, bien évidemment, et pour revenir sur ce que Benoît a dit, la majeure partie aujourd'hui de la consommation se fait sur mobile. Ce qui fait que naturellement, si on va avoir un format vertical, on va avoir une immersion, en tout cas un peu plus forte, de l'utilisateur. Maintenant, il y a des très grandes plateformes. Ça se Ouais, traduit au niveau des performances. Enfin, on parlera des performances plus tard, mais on voit vraiment la différence. Alors ça c'est un bon case. Il faudrait qu'on analyse un petit peu plus en détail. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais il faudrait qu'on analyse un petit peu plus en détail les taux de performance en fonction d'un format. Mais il faudrait faire de l'A/B test quelque part sur un live, hein, faire un live format vertical et horizontal au même moment avec quasiment les mêmes plans. Et je pense que c'est un cas, je pense intéressant. Il faudrait qu'on l'anticipe qu'on dans va le futur. creuser. Mais par sur contre, la notion, ouais, non, juste sur la notion pour revenir d'interactivité là-dessus. avec les lecteurs. Hein, ouais. Ouais, pour revenir juste pour terminer, on a eu des lives, bien sûr, enfin, on a des lives qui sont hyper performants sur des formats horizontaux. Il ne faut pas oublier que, par exemple, des formats comme YouTube, enfin, YouTube fait la quasi-totalité, en tout cas, de ses vidéos et de ses lives format horizontal. Et donc, malgré ça, il y a quand même des audiences extrêmement fortes. Je pense aussi à Twitch. Donc, effectivement, il y a des TikTok, Instagram qui sont orientés à fond mobile, mais il y a aussi tout le reste de l'écosystème qui travaille aussi sur du horizontal. Je pense qu'il faut les deux. Et il faut surtout adapter la captation et puis vraiment le format par rapport aux besoins du live. Julien, c'est quoi les... Ah pardon, vas-y, non, Antoine termine. Non, je vais laisser la main à Julien. D'accord. Julien, si on devait faire un arbitrage entre les deux, ça serait quoi la bonne pratique? Nous, on est aussi bien vertical que horizontal. On pense que les deux formats doivent coexister. Vous êtes carré chez Live One. Non, mais on pense que les deux formats doivent coexister. Nous, notre croyance, c'est de dire que tout dépend du projet et de la ligne éditoriale qui aura à travers le live, qui viendra déterminer si c'est l'horizontal ou du vertical. D'ailleurs, c'est toujours pareil. En effet, TikTok, Instagram promeut le format vertical. Et c'est vrai que sur Twitch, au départ, ils avaient pensé du vertical et finalement, dans l'usage, c'est de l'horizontal. Parce que suivre du streaming aujourd'hui, les utilisateurs le regardent de façon horizontale. Donc, tout dépend finalement de l'expérience. Pour faire de la démonstration de produit dans un environnement global, l'horizontal est probablement plus adapté. Pour faire en effet de la démonstration de produit en studio ou sur un fond, etc., peut-être que le vertical est plus adapté. Donc, tout dépend du projet au final à cette question. Très bien. Alors, autre question, est-ce que c'est rentable? En parlons un petit peu chiffres. Combien ça coûte de faire un live shopping? Quels sont les KPI à suivre et quid du ROI ou du ROS? Benoît, quels chiffres on pourrait partager? Alors, sur le coût, je vais en dire que c'est très variable. On a vu des lives qui ne coûtaient vraiment pas cher, donc qui commençaient à 10 000, 15 000 euros. On a vu des lives qui allaient à beaucoup plus que ça, jusqu'à 200 000 euros. Tout dépend effectivement de vos objectifs, de votre ambition sur le sujet. Bien évidemment, il y a un certain nombre de centres de coûts. Il y a la partie médiatisation. Donc, si vous travaillez effectivement avec une régie, il y a la partie animation, il va y avoir la partie production, la partie coût technique, etc. Mais voilà, donc le range, c'est, on peut commencer pour 10-15 000 euros et puis arriver sur, j'ai envie de dire, sky is the limit. Après, ça dépend de si vous voulez prendre des gens très connus ou pas. Si on a Kim Kardashian, voilà, ça risque de chiffrer en millions. Et quels sont les KPI du coup à suivre? Il y en a beaucoup. Nous, ce qu'on suit généralement, Alexandra en a parlé, mais c'est effectivement le premier, c'est le taux d'exposition. Combien de temps en moyenne, en fait, aujourd'hui, un spectateur va être exposé à la marque et au produit. On voit que le live shopping, c'est quand même en moyenne plus de 7 minutes, ce qui est quand même assez considérable par rapport à des formats de publicité traditionnels. Donc 7 minutes exposées à la marque, au produit, c'est quand même une valeur qui est extrêmement importante. Le deuxième KPI que nous, on pousse énormément aujourd'hui, c'est le taux d'interaction, mais dans une logique d'embasement. Et donc, à partir du moment où on crée l'interaction, on va pouvoir collecter de la data
Aujourd'hui, on a entre 45 et 50% de taux d'opt-in sur les lives qu'on réalise avec, encore une fois, du numéro de téléphone, de l'email. Donc, on peut qualifier ou requalifier sa base CRM. Exactement. Et ça a une valeur qui est considérable et on pousse énormément là-dessus. Et puis, bien évidemment, le troisième KPI, c'est le taux de conversion. À partir du moment où quelqu'un m'a présenté un produit et que je suis convaincu, l'énorme avantage du live shopping, c'est qu'en un clic, je peux l'ajouter au panier et l'acheter. Et ça, on a des taux de conversion qui sont au-delà des 15-20%. Bien évidemment, on travaille avec les marques et distributeurs pour aligner l'ensemble des étapes et optimiser ce taux de conversion. Alors, Alexandra parlait d'un ROS de 1,7. On peut aller beaucoup plus loin. Réaliste, on peut même aller plus loin dans certains. Oui, toutes les planètes sont alignées. Je vais donner deux chiffres. On travaille donc avec Orange France, Orange Espagne. Avec Orange Espagne, donc le mois dernier, on a développé et on a fait un live pour le lancement du Samsung S22. Effectivement, en termes de vous aussi, vous travaillez avec Samsung? Je pense que tout le monde travaille avec Samsung, parce que c'est quand même une grosse entreprise, donc effectivement, qui a beaucoup de produits et beaucoup de budget marketing. Donc, je crois que Julien travaille avec eux, Antoine aussi. Et là, effectivement, on a eu des chiffres qui étaient assez remarquables. On avait 99% des clients qui étaient des nouveaux clients pour Orange. On a généré plus de 180 000 € de chiffre d'affaires dans le cadre d'un live. Voilà, donc c'est des choses qui, effectivement, si les éléments sont alignés, ça peut très bien fonctionner. Ça peut très bien fonctionner, exactement. Antoine, on l'entend, il faut regarder des KPI médias et des KPI commerce. Hein. Ouais, les deux sont importants. Hein. Donc, je reviens sur ce que Benoît disait, complètement en face sur la partie exposition. Donc, temps moyen passé sur le live, temps moyen aussi passé sur le replay. En fait, on parle beaucoup de KPI live, mais le replay reste hyper important, comme l'a dit Alexandra. Le fait que la majorité des audiences, finalement, c'est pas du live, c'est du replay. Et alors, c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, dans les phases de pré-live, pendant le live et après le live, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment, on dit il faut avoir un maximum de personnes sur le live. Oui, il faut bien avoir en tête que lorsque vous communiquez avant un live, vous communiquez un peu du vent, vous communiquez un événement, mais en fait, il n'y a pas encore de contenu, en tout cas, sur lequel exposer votre acheteur. Donc, c'est toujours un sujet un peu particulier. Donc, il faut effectivement aussi, pour parler médias, garder du budget média pour valoriser bien sûr le live, mais aussi le replay. Donc, du coup, on parlait de temps d'exposition, effectivement, sur le live et sur le replay. On parle aussi, bien sûr, pour pas faire une redite par rapport à Benoît. Après, c'est les KPI de conversion, mais on peut avoir un funnel vraiment au niveau de la conversion. Nombre de personnes, par exemple, qui ont cliqué sur la fiche produit, qui l'ont ajouté à leur panier, avoir une analyse un petit peu plus fine, justement, de ces taux-là, pour comprendre un petit peu. Parce que si le client, finalement, il a regardé la fiche produit, il l'a ajouté à son panier, mais il n'a pas converti, il y a peut-être une réflexion à faire sur le positionnement de l'offre produit. Parce qu'encore une fois, tout le monde connaît Deal Labs, tout le monde connaît Google Shopping. À un moment dans le live, malheureusement, il y a quand même la possibilité pour les clients de dire tiens, je vais aller regarder sur Google quand même si l'offre proposée pendant le live, elle est vraiment attractive. S'il y a vraiment un décalage en fait entre tout simplement en tout cas la compétition en tout cas sur le web et ce qui est proposé dans le live, malheureusement en fait le travail va être fait donc de proposition commerciale dans le live, mais une conversion ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'offre produit qui est proposée. Et puis ensuite, ça va être vraiment d'analyser ces différentes phases et comprendre un petit peu le funnel d'achat. On parlait d'opérations à quelques dizaines de milliers d'euros, hein, si on veut faire les choses de manière professionnelle. Ça limite le live shopping à des commerçants qui ont déjà une certaine envergure ou pour des produits qui ont un certain potentiel? Non, je pense que ce que Benoît disait, c'est effectivement quand on commence à professionnaliser un petit peu le live shopping pour avoir des belles opérations, des opérations qui sont engageantes, des opérations qui vont être quelque part cadrées et sur lesquelles on va limiter les risques. Effectivement, on va être dans ces ordres de budget-là à partir de 10 000 € et ça peut monter. Après, pour faire un live, je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui dans l'assemblée peut faire un live demain. Avec son smartphone, mais ça pourrait être déceptif. Alors, ça peut être déceptif, mais encore une fois, nous, il y a certains de nos clients, quand ils passent pas par des entreprises comme LiveOne, qui font des lives au smartphone et sur lesquels finalement on peut avoir une préco un petit peu smart, avec un smartphone, un stabilisateur, des micro-cravates, c'est-à-dire que le package coûte moins de 1 000 € en tout pour s'équiper, et ensuite faire un live de très très bonne qualité. Je pense à un de nos clients aux États-Unis qui s'appelle Adormi, qui s'est dit tiens, à un moment on veut faire des lives en magasin. Par contre, le budget côté installer une équipe technique, etc., est un petit peu trop onéreux par rapport à ce qu'on veut faire. C'est une marque qui cartonne aux États-Unis, hein. Mais en fait, ils ont choisi de le faire, de l'auto-produire.
En fait, le résultat était superbe. Donc, en fait, on avait effectivement le smartphone stabilisé qui se baladait en magasin, qui suivait donc donc l'animatrice et puis Rachel et puis finalement les personnes qu'elle allait interviewer. Et c'était vraiment d'une super bonne qualité. Donc, je pense que faut vraiment voir les enjeux. Après, Ouais. dans le live, au niveau de la production, c'est surtout, et ce qui va coûter majoritairement, au-delà de la partie finalement des frais de production, ça va être C'est média. l'animation et la Et médiatisation. médias. On va en Exactement. parler justement avec Julien. Alors Julien, vous êtes spécialisé évidemment dans cette partie production, plutôt sur des opérations un peu plus évidemment ambitieuses. La partie médiatisation, on a parlé rapidement, c'est évidemment le nerf de la guerre, parce que si on fait pas la promo de son live, on risque d'avoir pas grand monde pour le regarder. Alors exactement, une émission de live shopping, c'est la rencontre d'une offre et de la demande. Donc la demande doit être activée en amont, pendant et après au travers du replay. Donc, en effet, la partie média est très importante. Après, sur la partie KPI, en effet, un live, ça vaut en moyenne 10 000, 10, 15 000 euros. Le coût qui va être très, très, très fort dedans, à un moment, ça va être la notion de l'animateur. C'est-à-dire quel animateur ou influenceur. Il y a des influenceurs qui valent très, très cher aujourd'hui sur le marché. C'est un marché qui est complètement atomisé d'ailleurs, qui mérite d'être un peu clarifié pour pouvoir croiser l'influence et la notion d'animation. Donc ça, c'est très important. Nous, sur les KPI chez LiveOne, on suit énormément le temps moyen passé sur live. Pour une seule raison, c'est que c'est la rétention de l'audience qui va faire que l'exercice va être réussi. C'est-à-dire que le shoptainment, l'entertainment va fonctionner. Juste qu'on comprenne bien le point sur l'animateur, un influenceur vraiment important, à lui tout seul, va être capable de générer et de l'audience et des ventes, ou c'est une idée un petit peu naïve? Alors, nous, on a pareil, on pense qu'un audit est nécessaire à un moment sur sur les influenceurs quand ils arrivent avec leur audience et avec leur prix en face de leur audience et de leur capacité d'animation, puisque à un moment, il faut que les audiences soient fiables, activables, et puis qu'elles transforment. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui sur tous les influenceurs. Il y a des si Nabila nous fait la promotion d'un shampoing, il y a du monde qui va l'écouter quand même. Ça va cartonner. Elle est légitime. Bon, Nabila fait partie peut-être la plus grande influenceuse de France aujourd'hui. Donc, ça coûte combien de faire travailler Nabila? Je n'ai pas idée, mais ça doit être 100 000 peut-être. C'est plus de 100 000. Plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Et c'est elle qui va faire la promo d'un produit pendant plusieurs minutes. Mais vous pouvez avoir un Héroïde 3 avec Nabila, donc forcément, c'est toujours la même chose. Quel est l'argent que vous mettez sur la table par rapport au retour sur investissement? Mais Nabila, comme dit Julien, c'est peut-être pas le bon exemple. Elle fait partie des gens qui ont la plus grosse influence aujourd'hui, mais quand vous prenez le top 500 des influenceurs aujourd'hui en France, je ne suis pas sûr que tous les influenceurs qui ont 1 million de personnes sur Instagram aujourd'hui sont capables de convertir sur du smartphone, sur de la montre connectée, sur du shampoing, etc. etc. C'est là où c'est intéressant de travailler avec des gens comme LiveOne, c'est que vous êtes capable justement de faire la part des choses entre l'audience affichée puis le potentiel réel en matière de vente, hein, c'est ça? Exactement. Nous, notre métier aujourd'hui chez LiveOne, c'est vraiment de créer une production qualitative et de rendre héroïse le live. Donc, on est dans une notion vraiment de conseil et de négociation pour nos clients. Pour quand même, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure sur l'autoproduction, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner dans tout ça, dans l'autoproduction. Oui, j'imagine que vous n'étiez pas d'accord. Hein. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que l'autoproduction nécessite du temps humain et des mètres carrés mobilisés. Nous, on connaît un client qui a démarré l'autoproduction et qui générait 2 à 3 rendez-vous par semaine en live shopping. Et c'était 35 mètres carrés de mobilisés dans Paris. C'était 4 personnes à plein temps pour construire, éditorialiser le live et faire en sorte que le live soit qualitatif. Donc finalement, il y a un coût derrière. Il y a un coût en mètres carrés. On peut pas confier ça à un stagiaire de 3e? Il y en a qui ont essayé, ça a été, en général, ça n'a pas été une réussite. Ça a été les bananes de 2021, il y en a eu quelques-unes. Et les bananes qui a eu lieu sur 2021, c'était quoi? C'était une mauvaise orchestration de l'audience, une non-activation de l'audience, une mauvaise ligne éditoriale, donc aucun temps moyen passé sur l'écran, et puis une production pauvre. Oui, c'est important d'être. De toutes les manières, il y aura un coût interne ou un coût externe, mais il ne faut pas sous-évaluer ces coûts. Et nous, chez LiveOne, si on a développé cette Live Shopping Factory à la mairie de Pantin, c'est pour justement créer un outil industriel et d'écraser les coûts à un moment et de rendre industriel le sujet et créer de la récurrence.
On le comprend bien. Et pour compléter juste sur la partie autoproduction, parce que c'est un point important, et je pense qu'effectivement, il y a possibilité de faire les choses en autoproduction, mais effectivement, en termes de qualité, c'est évident que ça prend du temps et c'est pas au niveau d'une équipe de pro. Il y a surtout un point qui est super important, c'est le risque. Parce qu'en fait, quand on est en live, et je pense que tous ceux qui ont fait des lives aujourd'hui autour de la table ici, ça et marche dans pas. l'audience, parfois ça peut ne pas marcher. Et donc, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des problèmes d'organisation. Et en fait, cette partie-là, en fait, ça sécurise quand même. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais le fait de passer par les équipes, par les pros, sécurise quand même beaucoup cette partie-là. Très bien. Un petit mot quand même sur le retail média. Benoît, finalement, le live shopping, ça va être le format roi du retail média dans les prochaines années. Ça va accélérer un peu la convergence entre commerce électronique et médias, hein, comme on le voit aujourd'hui chez Fnac Darty. Tout à fait. Ce que disait Hélène en introduction est vrai, et je ferai la comparaison entre le marché asiatique et le marché européen, ce qui se passe en Occident. Le marché asiatique est concentré auprès des méta-apps, méta-plateformes, et effectivement, les marques vont chercher l'audience sur ces plateformes. En Europe, aujourd'hui, effectivement, ce sont les distributeurs, ce sont les publishers qui ont cette audience, et donc cette logique de retail média, si on doit faire une comparaison, analogie, vient s'inscrire complètement parfaitement dans la stratégie marketing des marques, puisque... Il y a 30 ans, c'était TF1 qui avait lancé le téléshopping avec Pierre Bellemare. Là, c'est plutôt d'ailleurs des commerçants qui font du média. Qui aura le dernier mot, selon vous? J'ai pas la boule de cristal, mais je pense que quand même les distributeurs et les publishers en auront un mot important, puisque c'est eux qui aujourd'hui ont l'audience, et c'est eux qui sont en capacité de proposer une offre globale packagée d'expérience, bien évidemment, qui doivent s'inscrire dans une stratégie d'animation commerciale et donc supporter un plan marketing. Antoine, chez CAS, finalement, votre boulot, c'est d'apprendre à des marchands de faire du média ou des médias de faire du marchand, non? Non, nous, on apporte une solution d'animation commerciale en digital, et surtout, on accompagne en tout cas stratégiquement nos distributeurs, nos clients distributeurs et marques. Je pense que l'enjeu, en tout cas, et pour revenir sur ce que Julien disait, c'est vraiment la récurrence sur ces opérations. Et donc, au-delà d'apprendre, après, il y a comment on apprend, et après, on vient optimiser. Et comment on va faire en sorte que ça coûte moins cher, que ce soit bien sûr plus rentable. Et c'est vraiment ça l'enjeu, en tout cas, quand on accompagne nos clients. Et un point sur lequel je pense en 2022, on va avoir des évolutions très fortes sur le sujet du live shopping, c'est le format du live shopping. Aujourd'hui, dans les stratégies qui sont mises en place, au-delà de la récurrence, c'est de pouvoir adapter les formats aux enjeux. C'est pas la même chose de vouloir lancer un produit que de vouloir faire une offre commerciale dédiée. C'est pas la même chose aujourd'hui, effectivement, de se dire que on doit faire de l'awareness ou on doit avoir un Donc, il y aura une segmentation des formats live shopping qui va apparaître en fonction de chaque objectif. Au tout début des formats, de l'expérience. Il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer, et par exemple, les équipes de Live One, ils travaillent fortement, je pense. L'objectif, on déporte un peu la pression aussi. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver, encore une fois, à aligner l'ensemble des parties prenantes au regard des objectifs et des enjeux business pour pouvoir générer de la performance et du ROI. Julien, le live shopping, ça va être le format roi pour les acteurs du retail média cette année? Alors oui, moi personnellement, je trouve ça très passionnant parce que je suis fils de commerçant. Et à l'époque, on cherchait une boutique, et on cherchait une boutique par rapport au trafic, par rapport à la zone de chalandise. Et aujourd'hui, en effet, les retailers, les publishers qui ont finalement basé pendant des années vont pouvoir proposer ces fameux tuyaux qui sont les clients de demain. Et finalement, le live shopping, la production de live shopping, créer un format de live shopping, c'est ni plus ni moins créer un canal de distribution et créer la boutique de demain. C'est vraiment ça peut rapidement devenir la première boutique de la marque, d'ailleurs. Comme exactement. Donc, ça s'inscrit tout à fait dans une logique d'omnicanalité. C'est pour ça qu'en préambule de notre table ronde, moi, j'avais démarré que
Pour moi, le live shopping, c'est du one-to-one pour du personnel shopping, du one-to-few pour du confidentiel et du one-to-many pour du grand public. Et c'est ces 3 formats qui, demain, que les marques vont devoir épouser pour justement créer des lignes de distribution et des business lines, en fait. Et accompagner, évidemment, l'évolution des usages autour du mobile, du social et de la vidéo. Avant de donner à Hélène la parole pour un mot de conclusion, je vais demander à tous les 3 un hashtag de conclusion, vous savez, comme sur Twitter, un hashtag très court. Benoît, ça serait quoi pour vous, votre hashtag de conclusion? Animation commerciale, performance. Ça fait 2. Merci, et on invite évidemment tout le monde qui veut en savoir plus à contacter eAdvice pour découvrir votre solution. Applause, merci en tout cas. Merci Jérôme. Témoigner ce matin. Antoine, CEO de CAS, ça serait quoi également vos hashtags de conclusion? Je crois que c'est ce que je mets sur tous mes posts LinkedIn, mais ce serait Future of Commerce. Future of Commerce, très bien. Effectivement, on le comprend. L'évolution des usages va passer par la vidéo, le live et cette interactivité. Et on invite également tout le monde qui veut en savoir plus sur les solutions CAST à se rendre sur votre site internet kaas.tv. L'URL est affichée dans la marque. Julien, également un hashtag ou des hashtags de conclusion? Alors, moi, je vais le faire en anglicisme. Moi, je pense que c'est live shopping everywhere for all. Oh là, ça dépasse les 140 caractères, ça, non? Live shopping partout pour tous. D'accord, donc tout le monde peut faire et doit faire du live shopping, et évidemment avec Live One, on va pas faire ça tout seul avec son smartphone quand même. Exactement. Très bien, merci beaucoup en tout cas tous les 3 pour ces témoignages éclairants et votre partage de bonnes pratiques en matière de live shopping. Hélène, est-ce que tu es encore là? Tout à fait, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Alors, on a évoqué pas mal de points au cours de cette matinée sur le live shopping. Est-ce que tu peux peut-être nous proposer quelques éléments de conclusion? Oui, bien sûr. L'idée, c'est un petit peu de conclure et d'avoir une vision d'ensemble de toutes les choses très intéressantes qu'on a pu entendre. Donc, tout le monde l'a dit, mais on s'accorde à dire que le live shopping aujourd'hui est clé au sein du marché retail média. On est aujourd'hui effectivement face à une offre en pleine expansion, même si le marché français est moindre comparé à l'Asie ou encore aux États-Unis. Voilà, le live shopping explose là où le marché de la publicité globale expose un taux de croissance quand même moins significatif, autour des 20%. Donc, on peut s'attendre aussi à une nouvelle catégorie d'acteurs, de contenus de plus en plus disruptifs pour faire évoluer ce marché. Ensuite, aujourd'hui, on doit garder évidemment en tête que le live shopping sert à développer, on l'a dit vraiment énormément de fois, mais l'animation commerciale, c'est une activation qui doit être réfléchie, intégrée au sein d'un plan marketing vraiment global. Et on a vraiment un intérêt fort de s'appuyer sur des experts du sujet qui pourront vraiment accompagner et conseiller. Et enfin, c'est vrai, il faut admettre que le marché arrive à une certaine maturité. On dépasse un petit peu l'année de l'innovation, du test, qui peut éventuellement annoncer une standardisation. C'est l'année du live shopping, je fais la blague parce qu'on a dit c'est l'année du mobile pendant 10 ans. Est-ce que 2022, c'est l'année du live shopping? Allez, on peut le dire. Attention. Je pense que c'est le bon moment, le bon format. Donc, allez, on peut le dire, je pense. Affaire à suivre, en tout cas. Le marché évolue aussi très vite. Donc, il faut être très prudent sur ce qu'on annonce. Donc, je disais, on arrive, je pense, en tout cas, à une certaine maturité qui peut éventuellement annoncer une standardisation du marché. Et on pense que ce sera potentiellement un axe qui pourrait être travaillé au sein du groupe de travail prochainement. Donc, parfaite transition pour la suite. Oui, parce qu'on rappelle que toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, qu'ils soient commerçants ou prestataires d'ailleurs, ou médias, et qui veulent en savoir plus sur le live shopping, le mieux c'est de rejoindre votre GT. Tout à fait. Task Force, pardon. Ouais, tout à fait. On l'a dit en intro, mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire avancer le sujet, de travailler en toute objectivité, de rassembler un maximum d'acteurs pertinents. Donc, n'hésitez pas à joindre tous les contacts. Et il y a un rendez-vous le 2 juin, c'est ça? Alors là, on bascule sur une autre verticale. Je laisse la main à mes collègues sur l'activation et ensuite l'analyse et la mesure. Mais tout à 17 novembre, donc il y aura 2 grands événements. Effectivement, on poursuivra le côté retail média, mais il y aura évidemment des rendez-vous de la Task Force Live Shopping avant ça. On rappelle évidemment aussi qu'on peut rejoindre et la Mobile Marketing Association et l'IAB France.
qui vont multiplier les synergies dans les prochains mois. Donc, vous pouvez aller sur mobilemarketing.fr ou sur iabfrance.com et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Je rappelle également que ce live de ce matin, auquel vous étiez très nombreux à suivre, sera rediffusé sur les réseaux sociaux de l'association, notamment sur la chaîne YouTube du marketing mobile. Donc on a aussi choisi un format paysage, mais un jour ça pourrait peut-être évoluer. Et il va être, je crois, qu'est-ce qui reste comme slide derrière, hein, Hélène? Eh ben, écoutez, Il va être le temps de remercier tout le monde. Donc, merci beaucoup une fois de plus pour votre attention. Un grand merci à Hélène pour son immense travail de préparation de ce petit déjeuner et sa cartographie. On remercie également Alexandra et Retailing pour avoir soutenu cette opération ce matin. Et on espère que les chiffres évoqués donneront envie à plein de gens de travailler avec Retailing. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain petit déjeuner virtuel de la Mobile Marketing Association, probablement en partenariat avec l'IAB France. Bonne fin de matinée à toutes et à tous.